Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on se transporte à Lévis avec Martin Vaillancourt de la nouvelle distillerie Lord & Legends. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Ça va, Martin? Ça va bien, toi? Oui, super, merci. Toi, tu étais déjà dans la micro-brasserie depuis un petit bout. Puis là, comme suite logique un petit peu, tu as décidé de distiller tes bières, en gros. Oui, ben c'est ce que j'ai vu il y a plusieurs années. Les plans ont changé au fur et à mesure que ça avançait. Il fallait s'adapter aussi en fonction de la loi des réglementations au Québec. Donc, on a finalement décidé de faire quelque chose de totalement séparé du Corsair, de décoller une micro-distillerie avec deux de mes chums de par ici. Donc, c'est pour ça que ça fait au-dessus d'un an et demi qu'on travaille sur le dossier. Et que finalement, ben, on a fini par sortir notre produit la semaine passée. Yes. Et puis, ben, parle-moi un petit peu du processus là, tu te lèves un matin, tu dis OK, c'est beau, j'ai des partenaires, on part une série, c'est quoi les prochaines étapes? Ben, c'est sûr qu'il y a tout le côté paperasse, réglementation, permis qui est super lourd au Québec, comparativement à pas mal n'importe où dans le monde, on dirait. Donc, il a fallu incorporer une autre entité, il a fallu faire les demandes de permis, il a fallu sortir c'est quoi l'équipement, le style d'alcool qu'on voulait produire aussi, qui va décider du type d'alambic qu'on va avoir, de la capacité de production aussi, trouver le local. C'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps puis beaucoup de planification. C'est ça prend de la persévérance parce que toi, tu veux produire, tu veux sortir un beau produit, mais avec toutes les embûches, les étapes qui se passent, il y en a qui se découragent. J'en ai des exemples de monde qui avaient commencé, qui avaient des locaux puis tout, mais qui finalement, oh, il a manqué un permis, il a manqué quelque chose, puis il était rendu au bout du rouleau, ils ont arrêté. Oui. Tu sais, je compare ça à peu près au même parcours que les microbrasseries ont eu il y a à peu près une vingtaine d'années. Je m'en rappelle, dans les débuts du Corsair, c'était vraiment pas évident non plus, mais on dirait que la loi s'est adaptée, la réglementation s'est adaptée au fur et à mesure. Puis présentement, on retrouve exactement les mêmes scénarios pour les microdistilleries. Fait qu'il faut défricher, il faut brasser à la cage un petit peu pour faire réaliser aux décideurs et au gouvernement que justement, c'est quelque chose qui va être super, qui va être vraiment bon pour l'économie, qui va être bon pour le milieu aussi, qui va être bon pour le tourisme local. Fait que, tu sais, c'est encore de refaire tout ce processus-là pour l'ensemble de la réglementation qu'on a à dealer avec. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long aussi. Puis au moins, à date, vous n'êtes pas vraiment en compétition, toutes les microdistilleries du Québec. Vous êtes alliés avec une association, puis vous battez un peu contre le système pour faire avancer les choses. Fait que c'est vraiment génial. Oui, c'est ça qui est le fun. Il y a une belle confrérie, une belle camaraderie aussi. Je trouve ça vraiment intéressant, l'atmosphère et l'ambiance qu'il y a dans le milieu. Et, il y a tellement d'embûches au niveau réglementation législatif que vaut mieux se tenir et pousser tout le monde dans la même direction que de commencer à faire des chicanes de clocher et de brasser à l'intérieur. Là. Fait que toi, tu as un bon background en fermentation, en bière. Puis là, il y a un an et demi, tu as décidé de faire, pas le switch parce que tu continues le Corsair, mais de rajouter une corde à ton arc avec des produits de distillation, mais encore du grain à la bouteille. Oui. Tu sais, c'est vraiment c'est ce qu'on a décidé, mes partenaires et moi là-dedans. Tu sais, il y a la possibilité de commencer avec un NGS, avec de l'alcool neutre qui vient ou bien de l'Ontario ou bien des États. Mais tu sais, ce qu'on voulait, c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qui a de l'âme, qui a du caractère, puis d'être capable de tracer aussi nos ingrédients, puis de mettre ça à notre main. Fait que de commencer avec quelque chose qui est déjà distillé, on trouvait ça un petit peu moins adapté à ce qu'on voulait faire. Donc, de partir avec du grain, de partir avec la matière première, à fermenter, à fabriquer notre alcool de la base, je trouve que c'était vraiment quelque chose de logique aussi, puis ça représentait beaucoup le style de produit qu'on voulait sortir. Puis, on ne se le cachera pas, sur les, je sais pas, 60 quelques distilleries,
vous êtes une poignée, là, en bas d'une dizaine de faire la grain à la bouteille. Là. Je pense qu'on peut les compter sur le doigt d'une main. Ben, à ce temps qui est arrivé, je pense qu'on déborde de la main, OK. là, mais on n'est pas loin. Donc, c'est ça. Là, tu nous crées un gin, mais là, toi, tu veux vraiment aller dans la tradition, d'où l'or. Et puis, donc, tu y vas avec des alambics traditionnels. Tu en as, je pense, c'est deux, trois qui sont du Portugal, puis un d'Espagne. Deux du Portugal, puis un d'Espagne. On a 3 alambics de 1000 litres au total. Donc, on a 2 du Portugal, puis un qui vient de l'Espagne. C'est vraiment ultra traditionnel, c'est à feu direct. On travaille vraiment en pot still. Il n'y a aucune colonne pour l'instant en place. On est un qui rit pas loin. Il y a une place de Didier pour ça, mais elle n'est pas arrivée encore. Mais éventuellement, oui, on va avoir des colonnes aussi. Mais avec les produits qu'on veut sortir, avec le type d'alcool, avec le caractère qu'on veut donner aussi, c'est vraiment le type d'alambic qui fitait le plus avec ce qu'on veut faire. Okay. Puis là, tu as 2 Portugais, 1 Espagnol. C'est quoi la différence entre les deux? Les 2 Portugais, c'est vraiment des alambics classiques. On peut vraiment faire pas mal n'importe quoi avec ça. Celui qui vient de l'Espagne, il y a un thumper. Ça, j'en ai pas vu beaucoup au Québec encore qui ont ça. Même, je pense, j'en ai pas vu pas en tout. Le thumper, c'est la cuve entre les deux pour distiller puis pour travailler un petit peu. On l'utilise d'une autre façon aussi. On a une technique différente, justement pour raffiner notre alcool de base et pour faire des alcools de spécialité un petit peu aussi. Fait que les 2 autres, c'est vraiment la kettle plus le refroidisseur, tandis que celui-là, tu as la cuve mitoyenne entre les 2. Et si je ne me trompe pas, à Trois-Rivières, il y a une série L&M aussi qui en ont un de ce style-là. Cool. On va aller lui dire bonjour. Ouais, ben, il faudrait que je refouille dans mes autres vidéos. Hein, il me semble quand même il nous le montrait à un moment donné. Puis c'est ça. Fait, un peu comme les Charentais. Fait que, tu préchauffes ta prochaine batch à travers ça ou c'est vraiment juste pour. Qu'est-ce qui fait le dumper? Ben, il va comme accomplir une autre distillation. Puis nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour aromatiser aussi. Fait qu'on va l'utiliser d'une façon qu'on peut rajouter certains goûts à nos alcools dans ça. Pas comme un gin basket parce que ça ne sera pas la vapeur, mais c'est comme c'est un autre style complètement. Là. On a une autre technique. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que oui, tout le monde distille, mais chacun a des alambics différents, des matières premières différentes, donc ça donne des beaux produits très différents. Oui. C'est ça qui est le fun aussi dans le milieu, c'est qu'il y a vraiment énormément de place à l'innovation aussi. Il y a des nouveaux produits, il y a beaucoup de marge de manœuvre encore. Puis là, toi, tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là, tu as des partenaires. Oui. Peux-tu les présenter vite, nous les nommer? Ben, j'en ai un qui n'est pas loin, c'est Terry Gilbert, qui est ici. Pas son petit. Allô? Salut Terry. Il se tient pas loin. Pas très loin. C'est moi qui riais tantôt. Oui, c'est ça. Mais là, as-tu commandé votre alambic à colonne ou c'est juste qu'il y a un trou pour puis il y a une manière d'arriver? C'est un projet à en devenir. Enchanté. Enchanté. Tu en as un deuxième, tu disais? Ouais. C'est Virgile Demers. C'est notre frigoriste de métier ici. Il travaille dans le gaz aussi. Il fait pas mal de choses en place. Là, présentement, il est à son travail. Puis je pense qu'on le perd même pour 2 semaines, parce qu'il s'en va dans le nord d'un gros contrat. Fait que... Okay. Puis là, c'est ça. Tant que ton alambic à colonne n'est pas arrivé, tu fais du grain à la bouteille. Donc, ça implique plusieurs distillations. Sur ta bouteille, Lord & Legends, tu dis c'est quadruple distillation. Ouais. Mais les 3 premières, c'est juste pour aller créer ton alcool de base. Puis la dernière, c'est là que le gin se crée. C'est ça. C'est là qu'on va. Tu parler un petit peu du processus. Là, mettons, on part avec un grain de céréales. Là. C'est quoi ta céréale, premièrement, puis où tu t'en vas? C'est sûr qu'on part avec un wash. Dans le wash, ben, ça dépend de ce qu'on va faire au final, mais on peut retrouver du maïs, du blé, il y a de la canne à sucre, il va y avoir du seigle aussi qui va rentrer, plus de l'orge, évidemment, parce que c'est sûr qu'il y a des projets de whisky dans l'air avec de la bière pas loin. Fait que...
C'est un type de grain qu'on est habitué de travailler avec. Fait qu'on va commencer à se faire un wash à peu près entre 9 et 10 %. Ensuite, on va leur distiller, on va se faire des low wine. On va y aller à peu près, on va sortir à peu près pas loin de 40 % d'alcool. Puis on va l'entreposer, on va le redistiller, on va faire des cotes. Après ça, on va redistiller ça pour avoir un alcool neutre, un alcool pas mal plus fin. Puis ensuite, on va prendre cet alcool-là pour faire notre gin. Okay. Puis, c'est ça, j'en avais goûté déjà d'autres gins, grains à la bouteille. Le tien, quand j'ai goûté, je ne savais pas encore l'histoire en arrière. Je ne savais pas que c'était un grain à la bouteille. C'est pas écrit dessus, à part qu'il y a de distillation, que ça m'a comme mis la puce à l'oreille. Mais en y goûtant, on décèle encore le grain, l'onctuosité, puis tout, mais c'est pas du jus de céréales. Là. On s'entend que tes 4 distillations ont vraiment fait la job, mais on le détecte quand même. C'est un beau petite affaire subtile, le fun. Oui, c'est sûr que ça ne goûte pas le genièvre à 100 % là. Mais c'est ça, c'est ce qu'on voulait. On voulait quelque chose qui ait une belle longueur, qui ait du corps, qui ait une belle texture aussi, mais qui peut quand même goûter les ingrédients qu'il y avait dedans. Là. C'est pour ça, justement, que ça a totalement sorti de l'équation l'utilisation du NGS. OK. Puis là, on va entrer plus en détail dans ton gin, mais à date, il est juste éponyme. Tu as laissé le même nom que la distillerie. Il n'y a pas un nom spécial pour le gin. Là. C'est votre gin. C'est en plein ça. On voulait que ça soit le flagship de la distillerie. Je pense que ça livre super la marchandise. Ça dit ce que ça a à dire aussi sur le produit. Ensuite, c'est sûr que les nouveaux produits qui vont rentrer, ils vont avoir des noms de baptême. Donc. Mais pour l'instant, on voulait vraiment que le focus soit fait sur notre premier produit. Oui, parce que si tu as des idées de whisky, mais on ne les verra pas avant dans 3 ans à peu près. Là. C'est ça. C'est long. fait que c'est 3 ça. ans, j'en connais pas des... Non, mais c'est ça. En attendant, oui, tu as le corsaire qui roule, qui t'amène de l'argent à toi, mais tu sais, la distillerie, pour rouler, tu n'as pas le choix d'avoir un gin. Puis là, je pense que tu as quand même bien visé avec celui-là, qui est vraiment très, très bon. J'en ai fait goûter déjà à d'autres mondes, puis il triple. Là. C'est quelque chose de... On a de la misère à mettre le doigt sur un aromate ou un pareil. C'est vraiment nouveau. C'est cool. Fait que, bel job. Ah, ben merci. Puis, rentre dans les détails, sans nommer tous tes aromates au complet, là, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui sont moins habitués à goûter, en le goûtant, qu'est-ce que je m'attends, qu'est-ce que je vais goûter? C'est sûr que tu vas avoir le côté évolutif du gin. Ça veut dire que la première gorgée et la deuxième gorgée vont être un petit peu différentes aussi. Tu vas avoir une très bonne longueur, tu vas avoir du corps, tu vas avoir de la texture. Ça, c'est dû justement à l'alcool qu'on fabrique. Ensuite, tu vas avoir un côté qui est aromatique. Tu vas avoir le côté floral, fruité qui va se développer. On utilise la racine d'iris, entre autres, qui va donner, ça fait comme l'aspect liant au niveau du gin, mais ça va quand même donner un petit côté floral, un petit côté parfumé. On utilise l'argousier et de la camerise, les 2 fruits qui viennent de par ici. L'argousier vient de Montmagny, la camerise vient de Saint-Anselme. Fait que ça va vraiment donner le côté fruité, mais sans prendre le dessus. Ça va juste ajouter de la complexité. Si tu utilises une eau tonique, en tout cas certains toniques, ça va justement faire ressortir ces 2 fruits-là. Fait que tu vas avoir le côté plus fruité qui va ressortir. Ensuite, évidemment, de la genièvre et la coriandre qui vont être dans le mélange parce qu'on voulait vraiment que ça soit le backbone du gin. Puis c'est pour ça qu'il y a dans les commentaires qu'on reçoit beaucoup, c'est dire « Hey, un gin qui goûte le gin! » Oui, c'est ça, parce que moi, je n'ai pas goûté en tonique encore. J'ai goûté pur, puis le fruit, il n'était pas punché. Là. C'est pas un gin aux fruits, c'est vraiment le gin. Oui. C'est vraiment avec un fond de céréales. Ouais. Quelque chose qui peut se prendre neat, qui peut se prendre avec une glace, avec, juste comme ça, mettons, en dry martini, puis on voulait quelque chose qui se boit très bien comme ça. Après ça, pour ceux qui veulent le mixer, on l'a assied pas mal avec beaucoup de sortes de toniques, du meilleur au plus cheap, sans le dire que c'est le Schweppes tonic. Puis on trouvait qu'il se mixait quand même super bien. Okay. Y en a-tu un là, qui se démarque de tout et te dit « Wow, ça c'est celui que l'incontournable, il faut que tu y goûtes au moins une fois. » Ah oui, ça c'est obligatoire, mais c'est triste parce que pour l'instant, il n'est pas encore sur le marché. C'est notre propre tonic à nous. OK. Il va s'en venir éventuellement sous peu,
Mais c'est vraiment le meilleur match qu'on peut faire avec ça. Là. OK, puis il va tirer vers quoi à peu près? Boy. Il va avoir. Comment je peux bien décrire ça? C'est sûr que nous autres, on utilise vraiment l'écorce de quinquina dedans, de Chincona. On veut vraiment que ça ressorte aussi dedans. Il va avoir un côté légèrement agrume avec les aromates qu'on utilise. Un petit côté épicé, un petit peu terreux. Il y a une belle profondeur. Donc, pas trop de sucre non plus parce qu'on n'aime vraiment pas ça. Mais non, ça va être un beau complément. Puis même notre tonic, on l'a même pris juste tout seul comme ça, même pas d'alcool. Puis honnêtement, Parce que c'est pas ça remonte à l'origine du gin tonic. Ils rajoutaient du gin pour couper le goût du tonic parce que c'était pas bon, mais à la base, le tonic, c'était le médicament contre le paludisme et d'autres choses. Puis ils rajoutaient le gin pour améliorer le goût. Mais quand tu crées un tonic qui est déjà bon, puis tu rajoutes un gin qui est très bon, mais tu n'as pas le choix d'avoir quelque chose de bon. Ben, c'est pas mal ce qu'on se disait aussi. Puis de l'avoir créé toi-même, ben, tu connaissais ton gin avant, fait que tu as pu le tweaker pour que ça fitte vraiment bien. C'était en plein ça. C'est pour ça qu'on a travaillé avec des aromates qui complétaient, puis même qu'on pouvait retrouver dans notre gin aussi. Puis est-ce qu'il va y avoir un nom, ce tonic-là, si je le retrouve un moment donné en épicerie ou à quelque part? Probablement. On est encore là-dessus. Trop nouveau encore. OK, ben, on va surveiller. Ben, vous avez une page Facebook, vous avez un site web. Peux-tu les nommer au monde pour qu'ils puissent se connecter puis vous suivre puis être au courant même que ça sorte? Le site web est en travail présentement. Sinon, peut nous suivre sur les médias sociaux. On a le Facebook, Distillery Lore ou Lore and Legend. D'après moi, dans l'outil de recherche, ça devrait être assez simple à trouver. Okay. Ça commence à bouger un peu plus parce que avant la semaine dernière, on était quand même assez discret pour justement laisser la chance à nos produits de se ramasser sur le marché, d'avoir des produits sur les tablettes aussi. Fait que là, on devrait brasser un petit peu plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais non, on devrait être assez facile à retrouver le rendu là. Parfait. Puis, pour l'instant, est-ce que vous avez un volet? Bien, c'est sûr que là, vous êtes zone rouge, je pense, qu'on ne pourrait pas vous visiter, mais avez-vous l'intention d'ouvrir pour des visites de dégustation? Bien sûr, parce qu'on a la chance d'avoir le bar du Corsaire qui est dans la même bâtisse. Fait que pour les visites, la distillerie va être disponible à visiter. On peut même acheter sur place. Et ce qui va être le fun, c'est quand les bars vont avoir la possibilité de réouvrir, les produits vont être disponibles au bar du Corsaire. Donc, de venir faire une visite à la distillerie, de ramasser un token et de l'échanger dans le bar ou de prendre 2-3 cocktails faits avec nos produits, ça va être possible sur place. Il n'y a pas beaucoup, je pense, au Québec à pouvoir faire ça. Je pense qu'on est non, c'est le fun, ça. Il y a un autre produit, je pense, qui va s'emmener bientôt, sur lequel vous avez déjà travaillé et que vous avez probablement un résultat qui vous tente, là, qui vous plaît. Ouais. C'est quoi? Bien, dans le fond, il y en a plus qu'un. Il y a comme une autre gamme de produits qui va s'en venir sous peu. Probablement avant les fêtes, en tout cas, si les histoires de canettes finissent par se régler avec l'import. On sort des hard seltzer qu'on fabrique directement ici sur place. Fait que ça va être disponible en canette de 473 ml pas mal partout dans notre réseau. Il va y avoir aussi un second gin qu'on est en train de fabriquer. Il y a déjà une bonne partie de la production qui est faite. Donc, c'est un gin qu'on va se servir de nos thumpers dans la place pour modifier. Donc, procédure un petit peu plus secrète, mais ça va donner des produits qui sont très fins, très évolutifs aussi, qui ont une super belle complexité aussi. Et puis, est-ce qu'il va être plus, mettons, forestier, fruité? Un petit peu plus fruité, mais sans aller dans les aromatiques, là. Mettons, tu prends un gin au melon ou un gin à quelque chose. Fait on peut vraiment juste rajouter des complexités, des subtilités aussi, mais donner un produit qui est totalement différent de ce qu'on fait déjà. OK. Et puis, est-ce qu'il y a un nom déjà prévu pour celui-là? On est en train de travailler parce qu'on attend de l'avoir fini avant de baptiser le produit. Oui, c'est sûr que goûter le produit final, ça donne une idée de comment l'appeler après. Ouais. Ouais. Ça donne quelque chose qui est
qui a beaucoup plus rapport avec le produit qu'on sort. Hey, tu sais, c'est bon. Puis déjà, le nom de la distillerie, on n'a pas parlé bien, là, mais comment que c'est venu l'idée, de où ça vient, puis je sais qu'il y a un historique un peu en arrière, fait que conte-nous ça, voir. Ouais. Le nom, disons qu'on travaillait beaucoup pour aller à l'exportation avant d'être local Québec. Pourquoi? Ben, c'est qu'en fait, les marchés, déjà avec le Corsair, Martin avec le Corsair, déjà un marché très ouvert à l'extérieur de la province. Donc, c'est plus facile pour nous d'aller sur le marché à l'extérieur que localement. Pandémie oblige. Maintenant, c'est plus difficile d'aller à l'extérieur. Il faut aller ici à l'intérieur. Donc, le nom anglophone allait de soi au début. Je ne sais pas si tu voudrais enchérir, Martin, c'est peut-être plus simple. Les explications, moi, je ne suis pas le gars le plus vil, mettons. C'est pour ça que Tu te caches en arrière, puis lui, il c'est ça. Dans le fond, il y a le côté, Lore and Legend, tu as le côté tradition, puis légende aussi. On veut faire des produits qui sont super traditionnels, mais with a twist. Donc, quand on sort un gin, tu l'as probablement goûté dans celui qu'on a sorti. Tu as vraiment quand même un côté vrai gin traditionnel, mais avec, mettons, à la sauce adaptée au Québec, avec un petit côté un petit peu plus innovant dedans. On va essayer quand même de reprendre des alcools traditionnels et de les mettre à jour un petit peu à notre sauce. D'où le côté lore de la place. Puis c'est sûr que, tu sais, avec la microbrasserie, j'ai accès à un paquet d'ingrédients weird et spéciaux qui viennent de partout dans le monde. Fait qu'il y a beaucoup de choses, des herbes, des épices qui ont vraiment une longue histoire, qui a des légendes à propos de ces ingrédients-là qu'on va utiliser pour faire des produits qui sont un petit peu plus funky. Puis dans cet ordre d'idée-là, est-ce que tu vas comme créer des légendes, des histoires en arrière de tes produits? Bien sûr! C'est obligatoire. C'est ça, parce que, tu sais, je le dis souvent, quand tu as une histoire en arrière de produit, quand tu le goûtes, puis pareil, tu développes une espèce d'intimité avec ce produit-là parce que tu aimes l'histoire qui s'est passée en plus du goût du produit. Ben oui, puis de le mettre en contexte aussi avec cette histoire-là. Oui, il va y avoir quelque chose, il va y avoir des petites particularités avec pas mal tous les produits qu'on va sortir. Puis là, dans ton espace de travail, tu as de la place pour entreposer des barils parce que tu veux t'en aller dans le whisky aussi. Ça va tout se faire là. C'est pour ça que c'est quand même assez vide ici en arrière, malgré tout, parce qu'on attend les fûts de chêne, puis on va avoir un espace de chai là dans la place aussi. OK. Puis comment vous voyez dans 5-10 ans, là, je sais que ça va être à l'international beaucoup parce que tu es déjà plugué, ouais. Mais quel genre de produit? C'est surtout des whiskies? Tu vas continuer avec une large gamme? Bien, c'est sûr qu'il y a des whiskies dans notre optique parce que pour moi, personnellement, c'est la suite logique d'un brasseur. T'sais, on fait déjà de la bière, donc de distiller une bière d'un wash de bière pour faire un whisky, c'est comme naturel. Mais tu sais, on est du monde qui voyage beaucoup aussi. On a eu l'occasion de goûter à des produits qui nous ont vraiment impressionnés un petit peu partout dans le monde. Tu sais, je parle, mettons, de l'Espagne. On a été droppé à Barcelone une couple de fois. Puis, je te confirme que le vermouth était assez excellent là-bas. Fait que, tu sais, ça donne des idées pour essayer beaucoup de choses. Le vermouth. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis torréfacteur de café aussi, donc il peut y avoir des liens qui vont se faire avec ça. Fait que, tu sais, on a beaucoup de marge de manœuvre. Tu sais, d'avoir la disponibilité de la microbrasserie avec la méga capacité de production qu'on a à l'autre bord, ça donne une chance aussi. Fait que, non, sérieux, ça va être un très beau terrain de jeu qu'on va avoir pour les prochaines années. Puis, je pense que, attendez-vous à ce qu'on sorte des choses assez particulières. Puis d'avoir les trois en un, le café, tout ce qui est bière et frigorie, puis la distillerie. Et là, c'est ça, c'est ouvert, tu peux t'amuser en masse. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire, honnêtement. Là, on a été chercher pas mal tous les permis possibles. Fait que, ouais, c'est ça qu'on disait. Justement, on a même le permis de fabricant de cidre ici.
qui pourrait donner quelque chose aussi. Fait que, tu sais, j'étais tanné de me faire bloquer des fois par la RACJ, de dire, ah, ben là, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le permis. Ben, fuck it, on a tous cherché le permis. Excellent, ça. Avez-vous déjà une idée de vers où vos whisky vont s'en aller? Ça va-tu être des tourbés fumés? Ça va-tu être dans des barils spéciaux? Comment tu vois ça? T'as-tu une idée? Tu sais, je suis resté pas loin de 3 ans en Écosse. Hein. Fait que dans le coin, ce que je restais, ça sentait à boucan pas mal. OK. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait un petit peu de tourbe à travers. Okay. Mais parce que c'est ça, toi, tes formations, c'est là que tu as commencé à apprendre vraiment le métier en Écosse. Oui. Ben, tu sais, quand je suis revenu, quand j'étais là-bas, j'avais commencé un cours de distilleur parce que c'était la suite logique à mon cours de brasseur. J'étais tombé là-dedans assez solide aussi. J'ai géré un pub qu'on avait au-dessus de 400 single malt. On n'a aucun blend, c'est uniquement des singles. J'ai encore cette maladie mentale-là. Je ne suis pas capable de boire un blend, c'est juste des singles. Fait que les maltes qu'on avait connus là-bas, la majorité qu'on avait, c'était vraiment toutes des smoky, des peated, puis des choses qui avaient beaucoup de caractère. C'est ça, des petites affaires tranquilles, il n'y en avait pas bien. Fait que quand je suis revenu au Québec, j'ai travaillé pour la SEQ aussi. Dans le temps qu'il y avait la succursale Art de vivre sur Laurier, ils faisaient des ateliers, des conférences, des formations. Fait que j'ai été conférencier puis formateur en scotch, en whisky, pour la SEQ pendant peut-être 2 ans. Fait que je donnais des ateliers, on donnait des formations aussi là-dessus. Fait que, tu sais, ça m'a gardé dans le bain des whiskies un peu, puis c'est quelque chose que je me suis toujours ennuyé de faire, puis d'être capable d'en construire un, selon des préférences. Fait que c'est sûr qu'il risque, en tout cas, ça risque de ressembler, en tout cas, j'espère, d'être capable d'arriver à sortir quelque chose qui va ressembler à ce qu'on avait là-bas. Puis, fait que là, tu avais commencé une formation là-bas, puis en arrivant ici, tu allais finir ta formation au BC? Oui, à Kelowna. Tu n'es pas le seul. La plupart, parce qu'au Québec, il n'y a pas une formation complète, mettons. Là, fait que la plupart, c'est soit aux États, soit à Kelowna. Oui. Ah non, c'était vraiment le fun à Kelowna. Le monde sont super sympathiques. Le système de brassage, de distillation qu'il y avait là-bas, c'est sûr que ce n'est pas du tout celui-là qu'on utilise ici. Fait qu'il a vraiment fallu beaucoup d'adaptation. Ça a été un processus d'apprentissage pour nos 3. On a travaillé beaucoup avec des petits alambics qui venaient justement d'Espagne aussi. Fait que, il a fallu refaire des tests. On a recommencé beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est le fun aussi. Ça a permis d'essayer un paquet d'ingrédients qu'on n'a pas essayé non plus là-bas. Fait que non, c'est vraiment c'est un beau processus d'apprentissage encore. Puis ça va toujours être comme ça de toute façon. Ah. As-tu commencé là, avec la bière, c'est facile, tu as plein de maltes. Est-ce que tu as trouvé des places avec des maltes fumés ou c'est toi qui vas te les fumer? Comment tu vas procéder? Non. Ben, dans le fond, on va travailler avec la malterie qui fournit pas mal tout le peat and malt à ce qu'il y a sur l'île en Écosse. Okay. Ceux qui vont fournir Ardbeg, Lagavulin et compagnie, on travaille avec la même malterie. C'est des amis. Fait. Ouais, il y a une fille d'impliquée. Dans ton gin, c'est quoi les grains utilisés? C'est du malt aussi? De l'orge malté? Ce qui va rentrer là-dedans, on a du blé malté, on a du maïs aussi qui vient d'ici à côté, là, à Saint-Anselme. C'est ça, il me semble Saint-Anselme. Mais c'est ça, le maïs vient de par ici. Le blé, et le blé, là, on utilise du blé des prairies parce que moi, je le voulais malter. L'orge va probablement venir du coin aussi. Je suis en discussion avec des fournisseurs locaux. Fait que, mais tu sais, je veux pas de céréales crues, je veux des céréales maltées. Fait que c'est de voir avec les malteries locales, c'est lesquelles qui sont capables de fournir et qui ont une stabilité et une constance aussi dans leurs produits. Parce que c'est quelque chose que je tiens à mordicus. Pour la microbrasserie, c'est ça. C'est pour ça que la malterie avec laquelle je fais affaire, c'est une malterie que ça fait au-dessus de 200-300 ans qui en font en Angleterre. Puis je lésine pas sa qualité des ingrédients. Fait que il faut que je trouve ça par ici aussi. Puis à date, c'est ça, je suis à la recherche. Ça, tu viens d'en parler. Il y a 2 façons de faire ton wash au début. C'est soit des céréales crues avec des enzymes, tu le chauffes, ou sinon, quand c'est malté,
c'est comme déjà, la molécule est déjà comme séparée un peu dedans, fait que tu n'as pas besoin de rajouter des enzymes, quelque chose de même. Ça va, ton sucre qui va se séparer mieux. Puis parle-moi-en parce que c'est encore flou un peu pour Tu moi. sais, tu as certaines céréales qui vont avoir la capacité enzymatique assez extraordinaire, là, comme du blé maltais et de l'orge maltais. C'est pour ça quand on fait une bière, on n'a jamais besoin de rajouter d'enzymes. C'est loadé. Euh, Quand on utilise une base de céréales maltais comme ça aussi, on peut utiliser des grains, on appelle ça des adjuncts, des grains qui n'en ont pas nécessairement d'enzymes, comme mettons le maïs ou du riz. Tu n'as pas d'enzymes dans ça. Donc, si tu l'utilises en conjonction avec un grain qui est plus enzymatique, comme du blé ou de l'orge, tu n'as toujours pas besoin d'en rajouter des enzymes. Fait que tu profites de la capacité de modification de ces grains-là. Fait que c'est pas mal ce qu'on va faire aussi ici. On peut toujours rajouter des enzymes, question de finir l'atténuation puis d'aller vraiment chercher l'optimal. Mais au pourcentage qu'on va utiliser pour les whiskies puis ces alcools-là, on n'aura vraiment pas besoin d'utiliser. On a des levures qui sont extrêmement performantes aussi, qui sont faites pour ça, sans aller dans les levures de guerre, de super yeast et compagnie. Parce qu'on néglige bien souvent aussi la capacité, la signature qu'une levure va apporter au produit fini. Donc, pour certains whiskies qu'on va faire, pour certains types d'alcool qu'on va fabriquer aussi, on va aller chercher des levures qui sont goûteuses, qui vont laisser vraiment une personnalité au produit fini. Mais ça, c'est une chose que j'ai découvert quand j'avais mon vignoble de Canton de l'Est. C'est, mettons, la même vendange, même cépage, même parcelle. Là, je séparais ça en quatre avec 4 levures différentes, puis ça donnait 4 vins. Produits. C'est ça, ça donnait vraiment 4 produits. Là. Oui, on fait la même chose avec la bière aussi. Ouais. Okay. Et puis, ça va donner quoi comme produit final, la différence si, mettons, j'ai du seigle cru, là, qui n'est pas malté, puis j'en ai du malté. C'est quoi le gustatif? C'est quoi que ça va changer? Je te dirais que juste au niveau du seigle, on va l'utiliser pas mal cru. Parce que du seigle maltais, de un, c'est pas évident à trouver, ça coûte une fortune, puis la stabilité est so-so. Ça, c'est mon expérience de brasseur que je peux te garantir ça. Ou bien qu'on va l'utiliser cru ou qu'on va l'utiliser en flocon, qui est déjà pré-gélatinisé, fait que l'amidon est déjà disponible. Fait que la façon qu'on va l'utiliser, ça va vraiment donner un petit côté épicé, qui va être super sympathique dans le produit final. Mais tu sais, de l'utiliser maltais, en tout cas, de un, il faut aller le chercher à l'extérieur du pays. Puis j'ai eu des mauvaises expériences avec du seigle maltais dans la brasse. Fait que je me rassaillerais pas. Mais si on change d'exemple, on y voit que de l'orge, avec un orge cru ou un orge maltais, qu'est-ce que ça va donner comme résultat de différence au goût? La céréale maltais va être plus douce un petit peu, tandis que la céréale crue va avoir le côté plus prononcé de la céréale. Tu vas aller chercher le côté grainy beaucoup plus qu'avec une céréale qui a été maltée. Donc, dépendamment des recettes qu'on va faire, probablement qu'il va y avoir un mélange de céréales crues et de céréales maltées aussi. Juste question de venir balancer le produit. Ça va être une question de goût rendu là. Okay. Mais une céréale crue, par exemple, tu n'as pas le choix d'utiliser des enzymes. Parce que c'est ça. Céréale, c'est justement pour tes enzymes. Oui. Puis le but de cette enzyme-là, c'est ça, c'est de libérer l'amidon, donc le sucre de la céréale, puis qu'après ça, pour que tes levures puissent aller manger ce sucre-là. Ben, dans le fond, c'est ça. Tes enzymes, c'est comme, imagine des petits ciseaux là, ou des petits couteaux qui vont venir couper tes grosses molécules d'amidon en quelque chose que la levure peut bouffer. Tu sais, c'est comme, mettons, si toi, tu prenais, je prenais un steak à peu près ça de gros, là, puis je te le prenais, puis je te le mettais dans la face de même. Tu sais, ça serait drôle, on aurait vraiment du fun à regarder ça, mais tu mangerais grand-chose. Fait que les enzymes vont venir te choper ton steak en plus petites bouchées que tu vas être capable de manger puis de processer par après. Fait que c'est exactement la même affaire. Fait que si tu veux que tes levures soient capables de bouffer ces molécules de sucre-là, faut que tes enzymes travaillent et qu'ils fassent la job un peu. Sinon, tu vas juste te ramasser avec du sucre résiduel au final que tes levures ne seront jamais capables d'absorber. Fait que c'est juste de la perte rendue là, ton sucre va finir dans le drain. Okay. Puis, c'est ça, pour pouvoir le monter à 10 % d'alcool au début, ta bière, ça prend les levures que tu parlais là, qui sont quand même assez efficaces. Parce que sinon, une levure à bière traditionnelle, là, au bout de 4-5 degrés, elle peut mourir parce que. Non! J'ai des levures ici qu'on fermente jusqu'à à peu près 11 % d'alcool facile. Là. Des levures à bière. Comme on utilise des levures pour justement la triple qu'on vient de sortir à l'Halloween. C'est
une triple belge qui titre à 10,5 % d'alcool. Fait que c'est uniquement une levure traditionnelle belge qu'on va utiliser. On a même des levures à bière qui montent jusqu'à 14-15 % si on veut. Ah, il y a des affaires efficaces. Qui goûtent. Oui, c'est ça. C'est le compromis entre l'efficacité et la qualité du produit final. Là, mais Ouais. Ben, il y a des levures qui existent, des levures sèches qui vont te fermenter le bras quasiment en 2 jours. Là. Mais ce que ça va donner en bout de ligne, ben, c'est quelque chose de... Oui, c'est efficace, mais tu n'as pas le goût qui vient avec. Tandis que tu mets le temps, tu prends ton temps pour avoir un produit qui va goûter bon, qui va être stable dans le temps aussi, puis qui va être constant. Ben, tu travailles avec des bons ingrédients comme ça, puis c'est ce que ça va donner à l'autre bout. Puis quand tu fais tes 4 passes, tes 4 distillations, puis ton gin, mettons les 3 premières pour aller chercher ton alcool de base, ouais. Est-ce qu'il y a des bouts, des têtes, plus des queues, là, y a-t-il des bouts de queue que tu repasses ou c'est vraiment tu coupes à chaque fois, tu prends juste tes cœurs à chaque fois? Dans la deuxième, on va repasser des feints des fois. C'est ça, les far shots, on les discarte tout de suite. Ouais. Justement, il faut bien que je trouve quoi faire avec. Puis, mais après ça, on va garder nos cœurs qu'on va repasser jusqu'à temps qu'on fasse notre gin. Et en terminant, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous autres? Ben, c'est le fun de pouvoir commencer à parler de nos produits et de la distillerie, parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaillait là-dessus assez en underground, en catimini. Fait que c'est le fun de pouvoir commencer à s'impliquer dans la communauté aussi, d'être capable de présenter nos produits, d'en parler, d'y voir aussi, puis d'être capable de sortir plein de nouveautés. Non, sérieux, on a un beau terrain de jeu, il y a une belle gang. Je pense qu'on va avoir du fun pour les prochaines années. Parfait. Puis si on va aller vous visiter, c'est sûr que si on tape sur Google Corsair, l'adresse va vous popper vite. Mais c'est quoi votre adresse? Tu peux taper Lauren Legends aussi, puis ça va ressortir assez vite. Ouais. L'adresse, c'est 8780 boulevard Guillaume Couture. On est à Lévis. C'est dans la même bâtisse qu'il y a la microbrasserie, qu'il y a la torréfaction, qu'il y a un paquet de choses. Puis, dans le fond, il y a toujours le bar, le salon de dégustation du Corsair qui est ouvert. Le monde peut rentrer par là. Ils peuvent demander si, justement, là, il y a du monde dans la distillerie. Puis, tout ça. Non, il y a des bonnes relations à l'interne. Parfait. Puis aussitôt que la vraie émission va partir, mais ça va me faire plaisir d'aller vous visiter, d'aller filmer tout ça, puis de faire quelque chose de professionnel plus qu'un Zoom. Là. Mais en attendant, merci beaucoup de tous les partages. J'ai appris des nouvelles affaires, même moi. Fait que c'est vraiment cool, ça. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour l'opportunité d'en parler aussi. Ben oui, c'est ça. Ben, là, quand c'est nouveau, on essaye, c'est un petit peu ma job de faire connaître puis de vous mettre, mettons que le monde et entendre votre nom une fois de plus, puis là, mais qu'ils voient ses tablettes, ils vont sauter dessus. Il allume avec de quoi, là? Oui, ben c'est ça, parce que surtout avec ton nom anglophone un peu, s'il n'est pas classé à travers 2-3 gins québécois, le monde va dire un autre gin d'ailleurs, puis à cette heure qu'on promouvoit beaucoup l'achat local, mais un nom anglophone, peut-être que le monde va être plus réticent, mais là, au moins, ils vont savoir, ben oui, c'est fait à Lévis, c'est à nous autres. Ça. Yes. Cool, hey, merci vraiment beaucoup, c'était super gentil. Puis tu passeras faire un tour, puis même si c'est encore en situation de COVID, on se met des masques, puis on se lave les mains, puis ça va super bien aller. Parfait, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye.